Monsieur David Stern. Tonton David. Le tonton de beaucoup de NBAers, on va dire ça comme ça. De monde, ouais. Ouais, de beaucoup de gens sur la planète orange, mine de rien. Bon. On va faire un petit apéro sur Monsieur David Stern. RIP. 77 ans, il avait. Ouais, Bon. on aurait bien aimé démarrer l'année 2020 avec évidemment une bonne année à toutes et à tous, mais avec des meilleures nouvelles. Bonne année, David Stern est décédé. C'est un peu ça l'enchaînement un peu cette année. C'était un peu violent. Pas ouf. Mais bonne année quand même. Exactement. T'as raison, on ne souhaite pas la bonne année, c'est pas bien. Non, quand même, il faut bien dire que l'année 2020 va être bonne. T'as passé un bon nouvel an ? Ouais, moi impeccable. Moi c'était pourri, j'étais malade. Ouais, moi c'était impeccable. J'étais malade. Sous la couette. Moi j'étais malade le lendemain. Ouais. Non, évidemment pour ceux qui ont passé un bon réveillon ou un réveillon un peu malade, on le sait tous, ce mercredi aux alentours de 22h, David Stern nous a quittés à l'âge de 77 ans. Ça faisait à peu près 3 semaines qu'il était interné dans un hôpital du côté de New York. Ouais, il était à l'hôpital interné, oui, enfin il était hospitalisé. Hospitalisé, tout à fait. C'est autre chose. Hémorragie cérébrale qui était survenue malheureusement dans sa vie, et donc depuis plusieurs semaines il y avait une vraie inquiétude de la famille NBA, de la famille basket, la famille du sport même, par rapport à ce personnage si marquant dans l'histoire de NBA, et on a décidé de faire un vrai apéro pour revenir sur tout son parcours, parce que c'est un personnage. On parle souvent des joueurs et des équipes quand on parle de la NBA, mais c'est impossible d'être dans la NBA qu'on connaît aujourd'hui sans avoir eu le taf de David Stern en tant que visionnaire, en tant qu'avant-gardiste notamment, pendant 30 ans quoi en fait. Et donc c'est notamment l'occasion de faire le point, soit pour ceux qui le connaissent et on a l'occasion d'en débattre, soit pour ceux qui ne connaissent pas David Stern et son parcours. Ouais, parce que là on a depuis 48 heures à peu près, un peu moins, on a beaucoup de choses qui sont sorties, beaucoup d'hommages qui sont sortis pour David Stern, ce qui est clairement logique et complètement légitime, parce qu'on va en parler là, mais ce qu'il a fait pour la NBA et le basket en général, c'est sérieux. Je pense qu'en termes d'héritage, c'est lourd, quoi. C'est de l'héritage digne d'une légende, tu vois. Genre, il y a ce côté-là et tout. Et donc, du coup, tu as beaucoup de choses qui sont sorties, que ce soit sur les réseaux sociaux, des articles de part et d'autre. Podcasts et autres et tout. Donc, forcément, tout le monde y va de son... hommage à David Stern. Et aussi, ce qui est intéressant dans tous ces hommages, c'est qu'on voit que derrière, c'est pas juste « Ah, quel grand homme » et tout. C'est derrière, les mecs te sortent, je pense que c'est là que tu voulais en venir, souvent on te sort la liste hallucinante de tout ce que le type a fait, point. Que ce soit en bien, et bien sûr, voilà. Que ce soit en bien et parfois en moins bien. Voilà, aussi, mais rien que la liste. Surtout déjà en bien. Mais exactement, c'est-à-dire que on va parler. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones non, bien sûr. d'ombre bien noires, quoi, bien dark et tout. C'est clair. Mais clairement. En fait, t'es là, tu suis le basket depuis longtemps, et puis tu vois les tweets de gars, de comptes, où tu lis des articles, tu fais putain, c'est vrai qu'il a fait ça, ah, c'est vrai que c'était lui aussi, ça. Tu fais ah putain, c'est vrai que c'était lui, tu vois. Il y a des trucs, on le sait, des grands trucs, on le sait, que c'est David Stern. Il y a d'autres trucs, tu fais ah ouais, c'est vrai que lui, il est derrière ça aussi. Bien sûr. Tout. Et donc, du coup, ouais, gros respect, en fait, t'es obligé, en fait, enfin, c'est pas contre ma volonté, je veux dire par là, c'est le genre de gars, t'es forcément obligé de te dire oh putain, ok, donc lui en fait le sport que je kiffe là, ma passion, on serait pas là sans David Stern, très clairement. Ah bah sans David Stern. Et c'est pas NBA tout court, c'est pour ça qu'on va le faire vraiment en détail. C'est tout le basket d'une manière générale. Le basket d'une manière générale et même au niveau à l'échelle du sport. Bien sûr, ça a impacté d'autres sports. En termes de patron de ligue. Non, ça fera partie des discussions qu'on aura notamment. Tu vois, voilà, exactement. Tu vois, on peut se dire bon, ok, le monsieur est très sérieux, quoi. Mais alors par rapport à son parcours, pour ceux qui ne le savent pas, on a écrit notamment sur Trash Talk dessus, mais on aura l'occasion là d'en faire un premier petit profil. David Stern, pour ceux qui ne le savent pas, à la base c'est un avocat. Qui avait bossé déjà sur pas mal d'affaires dans les années 70 et d'abord pas forcément NBA, mais qui ensuite s'est lié à l'affaire Oscar Robertson qui était en confrontation avec la NBA directement. Tu peux nous dire juste en quelques mots sur ce que tu appelles l'affaire Oscar Robertson? L'affaire Oscar Robertson, c'est Jean-Michel des agents libres, tout à fait, où à l'époque, si vous voulez, les joueurs qui étaient en NBA, le contrat n'allait que dans un sens. C'est-à-dire que tu étais la propriété de l'équipe. Tu pouvais pas avoir autant de liberté que ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on connaît
de la NBA actuelle où tu peux choisir l'équipe où tu vas, tu es dragué par des franchises. À l'époque, tu avais ton contrat et donc tu avais ces services que tu devais à l'équipe, point barre. Et donc à partir du moment où un mec comme Oscar Robertson et d'autres avant ont commencé à vouloir essayer de faire le taf là-dessus, David Stern était dans l'ombre, des avocats, tout à fait, à faire le taf pour essayer de faire en sorte que ce dossier avance. C'est déjà avant même d'être commissionneur de la NBA, il fait partie des avocats qui ont fait avancer les droits des joueurs. Ah, je schématise, mais c'est ça quand même. En base. La grande ligne, c'est ça. Donc déjà le gars, avant d'être l'un des personnages les plus importants de la ligue, voire le plus important parce que quand t'es commissionneur, il n'y a pas grand monde au fait. Le plus important, non, c'est voilà. sûr. Il était déjà dans le légal. Il était déjà un peu là, en train d'œuvrer dans un sens qu'on va retrouver très souvent après tout au long de sa carrière de commissionneur. Bien sûr. Parce que les droits des joueurs, après on va lister évidemment, mais je pense que les joueurs, je pense que David Stern, en termes de droits, en termes de thunes, je pense qu'ils peuvent lui dire merci, mais alors très très fort. C'est notamment pour ceux qui l'ont vu à partir de mercredi soir ce qui s'est passé, c'est-à-dire à l'unanimité des joueurs qui se sont exprimés dans les heures qui suivaient pour rendre hommage à Stern. On parle dans la foulée tout de suite de Magic, Jordan, Bird, LeBron, Kobe, Shaq, Shaq j'ai pas vu, tiens, mais j'imagine, qui ont fait quand même le boulot pour essayer de dire putain, mais en fait, pendant 30 ans, la plupart des joueurs qui rentraient en NBA devaient serrer la main de David Stern. Ouais, alors déjà il y a ça. C'est-à-dire que c'est le mec à qui tu serres la main, c'est ton nouveau patron. C'est quand même, tout à fait. Et il y a plein de gens, on a pu en discuter le soir même, où pour beaucoup de gens, le rêve, c'était de monter les marches à la draft pour serrer la main de David Stern et enfoncer une casquette. Beaucoup de joueurs. Le rêve commence par là. C'est-à-dire que le rêve commence le soir où, ok, on te met une casquette, mais tu serres la main de David Stern. C'est les lunettes, les grosses lobes, et je sais pas combienième pic, et t'as ton prénom qui est. Et tu l'avais passé la vidéo là, de la draft 96 où il y a Kobe, Nash, Ray Allen et David Stern, il arrive. Et ça sert à la poigne. Salut, et tous les mecs, c'est que des petits enfants, des petits mômes. Mais ils sont comme ça, parce que c'est le trompa, quoi. Et beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont retraités, quand tu leur parles aujourd'hui, ils te disent quels sont vos highlights un peu dans votre carrière. La plupart mettent dans le podium leur entrée en NBA, et c'était avec David Stern. Donc quand on arrive à la fin des années 70 et au début des années 80, après avoir fait aussi, il a fait du pro bono dans des affaires que ce soit sociales ou immobilières en tant qu'avocat. Dès qu'on arrive dans les années 80, je pense que c'est important, Alex, qu'on rappelle comment était la NBA à l'époque. Tu veux dire le repère de drogués, là ? Je veux dire le merdier qu'a récupéré David Stern, avec potentiel, mais le merdier que ça représentait quand même. C'est quand même une ligue qui avait une image extrêmement mauvaise. Remplie de cocaïne. C'était... Et de la violence, des affaires incroyables. Il y a des affaires il y a une affaire. On a fait un article, je vous le retrouverai. Je crois que c'est David qui avait fait ça à l'époque sur le FBI qui avait enquêté sur les Knicks et aussi je ne sais plus quelle autre équipe dans les années 70. Les mecs soupçonnaient des putains de trafics qui passaient par les vestiaires. Enfin bref, je vous retrouverai ça. Il y avait du gambling et tout. Enfin, je veux dire. Gambling évidemment. Et donc David Stern, il se récupère une ligue en 84. Qui est vraiment pas très bien en point, ni en termes d'image, clairement pas en termes marketing, et en termes de finances, c'est vraiment pas terrible. On est au bord du gouffre. Ouais. Enfin, je veux dire, même si la ligue résiste, et ça fait quoi ? Ça fait 6-7 ans qu'il y a eu la merger avec la NBA en 76. Tu te retrouves dans une situation où, en fait, aux États-Unis notamment, les matchs de play-off, au moment où David Stern arrive, les matchs de finale NBA sont diffusés en différé. Ouais, c'est pas du direct. Il n'y a pas de match de play-off en direct. On s'en fout, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça intéresse pas la télé. Ça intéresse pas les gens. Ouais. Ça fait pas d'audience. La NCAA fait plus d'audience que la NBA à l'époque. Et c'est marrant que tu mentionnes tout de suite l'aspect marketing, parce que s'il y a un truc sur lequel lui il va flairer un truc énorme, c'est que c'est un visionnaire marketing qui va se dire, on va pas lui enlever ça c'est... Oh merde, 1979 là, c'est qui les deux zigotos là qui arrivent là, le grand blond qui shoot et le Renoir meneur là, tout grand là qui fait des putains de passes à Los Angeles avec le soir XXL. Il y a peut-être moyen que je mette ça en avant. Ça c'est clair qu'il a fait c'est clair qu'on dit souvent genre la rivalité amitié, Magic Bird a sauvé la NBA, c'est quelque chose, et je conçois qu'on puisse le dire et tout, mais elle a sauvé la NBA avec David Stern. Complètement. Avec David Stern
j'allais dire aux manettes, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il est pas sur le terrain, mais aux manettes de l'exploitation marketing, financière et tout ce que tu veux de cette rivalité. Tout à fait. Clairement. Avec un contrat premier avec CBS Sports, un contrat télévisé qui, je crois que c'était 20 millions. Ouais, bouge pas, je l'ai. C'est ça, non ? Attends. 84, deal de broadcast, ouais, avec TBS, moi j'ai noté, ça doit être l'ancêtre de CBS, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. 20 millions sur 2 ans. Les frères. Le contrat de... Bref. 20 millions sur 2 ans. Aujourd'hui, 20 millions sur 2 ans, c'est ce que signe un role-player. Ouais, c'est la mi-temps. C'est ce que signe un role-player. C'est la mi-temps publicitaire, tout à fait. Pour en venir là, genre petite illustration chiffrée également. En 84, quand David Stern arrive à la tête de la NBA, le salaire moyen d'un joueur NBA, tu sais ou pas ? 900 000 balles. 300 000. Ouais, salaire moyen. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus de 7 millions. Pardon. Ou c'est pas aujourd'hui, c'est quand il a quitté en 2014. Ouais, je crois que ça a encore un peu augmenté. Tu dois être un peu tu es à 8-9. Ouais. Enfin bref. Genre, tout à fait. Il va voir ce qui se passe au niveau de la télévision et se dire putain, attends, c'est le canal d'entrée du sport. À l'époque, évidemment, pas de Twitter, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, et alors Internet, n'en parlons pas. T'as la télévision, donc il faut essayer de faire en sorte que la NBA soit bien mise en avant, et il y a notamment cette rivalité qui va exploiter à fond, donc Celtics, Lakers, Bird Magic. Et dans un contexte en plus américain sociétal qui est quand même assez fort, où il faut vraiment que tu choisisses ton camp. Soit t'es vert, soit t'es jaune, soit t'es blanc, soit t'es renoir. Los Angeles, Boston, grande rivalité historique de la ligue en plus d'avant. Tout à fait. Vois, déjà, elle existait déjà. Deux identités Blue Collar et Showtime, enfin... chacun choisit son camp, quoi. Ah bah, vas-y. C'est un débat national. Tu veux que schématise, t'as un redneck. C'est ça. Avec un jeu rigoureux, même si notre ami Bird, il a quand même ses petits côtés orthodoxes et tout, mais quand même un jeu assez classique. Bien sûr. Et t'as Magic, Showtime, Michigan, Showtime, Playboy Mansion, Renoir, urbain, pas du tout redneck du tout, tu vois. Genre là, pour le coup, clairement, on est dans l'opposition de style, même, je veux dire, sociétal, clairement. Et donc ça, il l'a vu tout de suite, c'est sûr. Il l'a vu, et quelque part, quand tu demandes aux anciennes légendes, même que ce soit avec Kenny Smith et autres, tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait un effort de la Ligue clair, mais ça a sauvé aussi la Ligue, de faire en sorte qu'il y ait Celtics Lakers. Que ce ne soit pas forcément les premières instances d'arbitrage chelou, mais simplement, déjà rien qu'en termes de diffusion, tu voulais faire en sorte, c'était très très bon pour la Ligue à ce moment-là, d'avoir Boston, Los Angeles, les choix de match, Boston. Notamment télé. Tout à fait. Moi, ça, il fallait que ce soit ça. Tu n'avais pas encore ce qu'on a aujourd'hui en mode pourquoi vous n'avez pas mis les Grizzlies en direct. Enfin, à l'époque, c'est vraiment Celtics, Lakers, Celtics, Lakers, Celtics, Lakers. Ensuite, en 84, quand il arrive, il y a un certain Michael aussi, qui est drafté. Il y a un Michael. Ça aide bien. Il y a un Michel Jourdain qui arrive en NBA. T'as un petit joueur comme ça là qui débarque en NBA d'entrée avec une belle carrière NCAA derrière lui. Bien sûr. À l'époque, en 84, le potentiel de Michael Jordan était déjà bien vu. Hein. On pouvait pas se douter que le mec il allait faire la carrière qu'il allait faire. Attention, ça c'est évident. Mais en termes de spectacle, en termes de joueurs hyper forts avec des stats dans un gros marché comme Chicago, tu vois, une grosse ville et tout, c'est comme aussi une belle aubaine. Tout à fait, non mais c'est un alignement des planètes, totalement. Il a une draft, il a Olajuwon, Barclay, Stockton, Michael Jordan, enfin tu vois, Sam Bowie, attention. Non mais voilà, ça aide bien. Mais bien sûr que ça aide, il faut parfois ces alignements de planètes, et en plus 84... Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que l'autre, quand il débarque en NBA, il perd pas le time. Déjà, il a déjà des idées. Hein. Comment ça se passe la draft ? Parce que jusque-là, on est un peu en pic, soit territorial, soit par bilan. Ce serait bien de faire une espèce de loterie, les gars. La loterie de la draft. Dès 85, bim, David Stern. Loterie de draft. Et qu'on soit d'accord, parce que c'est souvent aussi ce qui se passe avec ce genre d'hommage, c'est évidemment David Stern et qu'on sort. Enfin, je veux dire, c'est toute une équipe autour de lui qui va mettre ça en C'est toujours pareil, ça. Évidemment, lui, c'était le patron, mais clairement, il travaillait pas tout seul. C'est sous son mandat. Il y avait du monde. Mais les idées directrices, c'est lui qui les incarne. On peut le dire comme ça, c'est lui qui les incarne. La loterie, bim, 85. Qu'est-ce qui se passe ? New York. Où est-ce qu'il est né, David Stern ? Il est né où ? Tiens, je regarde juste pour checker. Hein. Je veux juste checker parce que je suis plus sûr. Je suis plus très sûr. Attends, je vais juste vérifier. Non, mais non, il est de New York. Dis donc, il est né à New York. Il y avait pas. C'est quand même une. Non, mais c'est coïncidence. Non, mais c'est premières instances notamment qui va suivre hein, New York City, dis donc. Qui va suivre le mandat de. Je sais pas où c'est. Qui va suivre le mandat de David Stern. C'est sur ce côté parfois filou. Et donc, ces premières théories du complot, enveloppe réfrigérée,
balle de ping-pong, enveloppe cornée. Enveloppe cornée, enveloppe réfrigérée. On sait pas, mais on sait. Pour ceux qui ne savent pas, on a écrit en long et en large. C'est donc Patrick Ewing qui sort de Georgetown, qui est prévu comme premier choix de la draft. Ouais, tout le monde le veut, ouais. Voilà, et les Knicks, tu te dis, putain, si eux ont le premier choix, c'est quand même génial. Et à l'époque, la loterie, c'est pas comme aujourd'hui un truc compliqué avec des stats de malade et tout. Vous avez déjà été dans un chantier, tu prends un tambour. C'est une urne, c'est une grosse urne. Il y a des enveloppes avec des noms d'équipe et il y a un mec qui choisit comme ça. Qui fait attends, bouge pas. Ah, hop là, c'est celle-là. Oh non. Regarde, tu fais ça aujourd'hui, c'est un massacre. Bouge pas. Ouais. Hop. Attends, je vais prendre celle-là. Tiens, je vais prendre celle-là. Enfin, tu vas prendre en dernier celle-là. Ouais, en dernier, oui, tout à fait. Fais attention. Enfin, non, en avant-dernier, parce que c'était. Oui, bref, on s'en fout. Mais c'est pour le first pick en tout cas. Ouais. Et donc la loterie, notamment, aujourd'hui, c'est devenu un. On l'a vu avec la dernière draft. La loterie et la course à la loterie, c'est devenu un élément tellement divertissant dans la saison NBA. Ouais. Et le mot divertissement est au cœur du mandat de David Stern. Clairement, ça je suis d'accord. Entertainment. Exactement. Et c'est d'ailleurs une phrase qu'il va répéter à la plupart des staffeurs qu'il croise à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on vend ? On vend de l'entertainment. Du spectacle. On n'est pas du tout dans tout à fait. On n'est pas du tout dans essayons de faire en sorte que toutes les franchises aient le même nombre de chances de remporter les titres. On va faire en sorte mais il faut qu'on vende surtout du spectacle. Donc ça passe par la loterie. Ça passe aussi par un petit événement en février. Mais la loterie, quelque part, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Quelque part, elle est là aussi pour donner à la base plus de chances aux équipes les moins bonnes d'avoir les meilleurs joueurs à la draft suivante. Bien sûr. Donc elle est aussi là parce que Stern, je pense que ça va dès le début, que si tu renouvelles pas et que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, hashtag Ligue 1, ouais. Eh ben tu fatigues tu fatigues le spectateur. Surtout dans une ligue privée, bien sûr. Une ligue fermée où t'as pas de franchise qui descend. Ça descend pas, ça monte pas. Si c'est tout le temps Lakers Celtics, tu sais que la rivalité elle va prendre un coup. Bien sûr. Là tu vois aujourd'hui, si le Lakers Celtics revenait bien à la mode, on serait tous comme des fous. Bien sûr. Parce que ça fait 10 piges. Ah bah ouais. Mais sûr, parce que si c'était tous les ans, on serait comme Cavs Warriors. Vas-y, c'est chiant comme finale. On a vu ça ces dernières années. De toute façon, Cavs Warriors, il y a 20 ans, finale NBA Cavs Warriors, et puis quoi encore. Enfin, voilà. C'est ce qu'il faisait tout à fait. La loterie, ça a permis LeBron à Cleveland, Curry aussi à Golden State, etc. Tout à fait. Ça a permis Michael Jordan à... Non, pour le coup, c'est pas la loterie. Mais tu as eu des mecs qui sont tombés par la suite. Enfin, Duncan Spurs, etc. C'est des questions de tambour. David Robinson et tout. Allen Iverson. Bref, bien sûr. Allen Iverson, on va en reparler, je pense. Non tout à fait. L'ami Michel Jourdain participe notamment à des événements de mi-saison où il faut essayer de sauter le plus loin possible et mettre la balle dans un arceau élevé. Voilà, c'est ça. En 84, il vient d'être champion olympique. Voilà. Et on a aussi le dunk contest. Il y a un dunk contest parce que lui, il dirait qu'il a vu. Est-ce que c'est... Non, c'est pas David Stern. Je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est Stern. Je dis simplement que à partir du moment où le dunk contest passe de la ABA notamment à la NBA et débarque au début des années 80. Le push qui est fait par David Stern pour aller voir les stars, ce qui est un gros problème aujourd'hui. Pour aller voir les stars, d'aller voir les stars et leur dire au concours. Viens faire le concours parce que les gens ils vont en faire un main event. Jordan, Dominique, tatata. On y va les gars, on se bouge le fion, on va pas se reposer, hashtag LeBron, pour essayer de... il va y avoir beaucoup de hashtags qui vont tomber. Pour essayer de faire en sorte que la NBA fasse la promotion d'un produit hyper excitant. Et le dunk contest va être une des flèches de récupération pour beaucoup de gens, beaucoup de fans qui débarquent et qui voient ça. C'est simple à comprendre, c'est efficace, c'est spectaculaire, ça fait venir un public plus varié que le public d'experts habituel. Voilà, ça rend aussi, ça a donné aussi. Aujourd'hui, on envoie les comment dire, les mauvais côtés de ça. Je dis pas que c'est de la faute de Stern, mais on en voit les mauvais côtés. On voit ce qu'est devenu l'All-Star Game. Tout à fait. Une grosse fête de la saucisse. Une grosse blague. Sans intérêt, où tu vas retrouver Taco Fall face à Alex Caruso. Yeah. Donc voilà. Donc ça c'est un bon. C'est aussi le côté pernicieux de tout ça. Mais au départ, l'idée elle est claire, c'est de remettre la NBA via ses côtés entertainment au centre du spectacle et sur les chaînes de télé, et de faire revenir aussi le public dans les salles. Tout à fait. Et pour derrière, parce que l'autre il a 15 ans d'avance. Il part de loin, mais il a exactement. Ouais. Et pour derrière aller taper mais partout dans le monde. Tout, partout, si tu peux. Parce que toi t'as dit tout à l'heure que à l'époque, quand David Stern reprend, les mecs passent aux États-Unis, passent même pas les playoffs en direct. Aujourd'hui,
il y a plus de 200 pays ouais, bien sûr. dans lesquels tu peux regarder au minimum les finales, voire quasiment tous les playoffs. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais attends, l'avant-après, de toute façon, on va le faire, c'est violent, c'est incroyable. C'est incroyable. Très violent. Quand tu continues la chronologie, on arrive à la fin des années 80. Bon, il y a déjà un peu de bif, notamment avec une équipe qui est située dans le Michigan, parce qu'il faut quand même essayer de rentrer un petit peu dans les rails. Il n'empêche qu'à l'époque, si je parle de la fin des années 80, c'est parce que un des succès, notamment du mandat de David Stern, c'était qu'il n'y a pas encore 30 franchises, les frères. Non. Et mes sœurs. Trop pas. Il faut aussi... Il fait de l'expansion, lui, 88-89, Magic qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a le Heat. Minnesota. Ah, je me rappelle plus, on l'a fait avec Léonce dans la TBNL Hardaway, tu vois. Il y a le Magic, le Heat, les Wolves et c'est les Hornets ? Non, c'est pas les Hornets. 88-89, Hornets, Heat, Wolves, Orlando. Magic, ouais. Et en 95, Toronto, Vancouver, avant 2004, les Bobcats. Je sors du pays, là, carrément. Enfin, ça va, c'est pas loin, hein. Mais tout à fait. Mais tu sors quand même du pays, quand même. Tout à fait. Donc tu ajoutes des équipes, tu continues à bouger, à te dire, bon, allez, il faut 30 équipes, encore plus de couverture, encore plus de matchs, encore plus de spectacles, etc. Mais il te manque quand même cet aspect dont tu viens de parler, c'est... on est quand même entre la Californie, le Maine, la Floride... et l'État de Washington, quoi. Il faut qu'on sorte des frontières. Si tu veux péter ton plafond de verre, entre guillemets, si tu veux péter ton plafond, la NBA, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, bon, si on veut que ça grossisse, va falloir sortir du pays. Ce serait pas mal d'avoir la meilleure équipe de tous les temps aux Jeux Olympiques. Il a poussé pour la Dream Team, clairement. David Stern, il fait partie de ceux qui ont été derrière le retour des pros côté américain au JO. No disrespect envers Boris Stankovic, qui est un des gros artisans. Le boucher. Tout à fait. Boris Stankovic, vous pourrez vous renseigner, gros artisan dans justement l'arrivée de joueurs pros de NBA. C'est un mec de la FIBA. C'est ça. Qui savent pas qui c'est. Parce que vu que c'était amateur jusque-là, du côté des États-Unis, tu envoyais des joueurs universitaires. Donc Jojo, quand tu l'as dit en 84, il est champion olympique. T'as pas encore mis un orteil en NBA. Il y a James Worthy aussi, je crois, avec lui. Tout à fait. Au JO. Enfin bref, ils sont pas encore pros. C'est ça, 88, il y a David Robinson, je crois, un truc comme ça. 88, ça gros choc. Ça a dû énerver gros aussi. Choc, ouais. Tout à fait. Et donc David Stern se fait, bon bah ok, let's go, Dream Team. Et il va faire le push notamment avec les amis Jojo, avec Rod Thorne. Rod Thorne qui dirige le comité... c'est pas encore Colangelo, hein. Non, c'est Rod Thorne qui dirige je me rappelle plus du nom exact, mais en gros c'est le comité qui choisissait les joueurs qui vont faire la Dream Team. Le board de Team USA, ouais. Tout à fait. Donc là, bon, on connaît la suite, hein. Jordan, oui, allô. Bon, pas Isaiah Thomas. Par contre, je veux bien Malone, Pippen. Magic. Je peux être co-capitaine avec mon pote Larry. Mais ça, c'est juste trop bien. Très très tôt d'ailleurs. Non, mais Larry Bird, il pouvait à peine marcher. Bien sûr. L'autre, il est co-capitaine, c'est trop... Enfin bref. Bien sûr. Cette Dream Team n'est pas l'œuvre de David Stern. Non. Mais il va y pusher. Elle est dans la continuité de ce qu'il avait déjà entamé. Et alors, il va tellement bien s'en servir derrière. C'est magnifique. Ah, mais réalisons quand même. Hein. C'est-à-dire que... attends, si je dis pas de bêtises, le meilleur joueur allemand de tous les temps, il s'appelle comment ? Dirk Nowitzki. Il porte le combien ? Il porte le 41. Pourquoi ? Parce que gros fan de Barclay. Et Barclay, il portait le combien ? Le 14, à la Dream Team. Voilà. Tipeee, demande-lui pourquoi il met le 9. Bon, il y a le foot, hein. Mais je pense que Michael y est pas pour rien. Oui, il y a le parrain aussi. Mais oui, non, c'est Michael avant tout, bien sûr. On est d'accord. Il y a des joueurs qui vont devenir des légendes internationales qui voient ça et qui font genre... What ? Mais attends, mais c'est quoi cette équipe de rockstar à la Dream Team 92 ? Faut se rendre compte, imaginez... C'est pas une équipe vraiment de basket. Non, c'est les Rolling Stones. C'est les Beatles plus les Rolling Stones mélangés. Tout sport confondu, c'est le truc... On n'a jamais vu un truc comme ça assemblé. C'est ça. Jamais. C'est ça. Après, il y a des sports individuels, donc c'est compliqué, mais même en sport co, ça n'existe pas, quoi. Imaginez, là, aux prochains Jeux Olympiques, le fait que le basket soit la discipline la plus... qui attire le plus de regards parce qu'il y a ces espèces de stars qui débarquent et qui changent la donne, quoi. C'est fou. Oui, puis aujourd'hui, même si... Aujourd'hui, tu vois, en 2020, tu imagines comme les Ricains viennent de se faire fumer par une équipe qui joue pas trop mal d'ailleurs, qui joue en bleu et tout ça, au dernier mondial, on peut imaginer qu'ils soient énervés. Même si tu reformes un truc de grand malade mental pour la dernière de pop et tout, LeBron il vient, et Curry, Harden, KD, bon Kawhi je sais pas s'il viendra, mais tu vois, genre tu mets vraiment tous les meilleurs, Paul George, Anthony Davis, tu mets vraiment la crème de la crème de la crème, et il y a aucun désistement, pas de forfait, rien du tout.
ça n'aura jamais le même impact parce que ils ont cassé la barrière. C'est en 92 exactement. Oui. Tu casses la barrière. Que tu casses le truc. C'est même pas pour histoire de comparer les joueurs. Non. Je rentre pas dans le délire de comparer les joueurs. Quand la barrière elle est cassée, je compare l'impact des teams. Bien sûr. Et là où il a été très très bon, notre ami David Stern, c'est que lui derrière, non seulement il a poussé parce qu'il voulait aussi que les États-Unis gagnent et tout machin, mais il savait aussi que c'était un bon moyen de... Enfin, je veux dire... Quelle publicité incroyable pour le basket, la Dream Team, quoi. C'est même plus de la pub à ce niveau-là. C'est en attitude, en compétition, en jeu, en méthode. Tout, le souvenir que tu laisses dans la tête des gens. Bien sûr. Voilà. Donc lui, il a tellement bien surfé là-dessus. C'est magnifique. Pour développer le côté internationalisation de la ligue. Ouais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a combien ? Il y a plus de 100 joueurs qui ne sont pas américains, qui ont des contrats en NBA. Quasiment un tiers, je crois. Je crois que c'est un quart, moi. Mais c'est énorme. C'est ça. Qui sont internationaux et qui ont connu notamment la Dream Team avec les maillots. Enfin bref, tu retrouves des maillots... Tu retrouves des maillots de Dream Team ou de d'autres gars depuis 3 semaines, il y a un match où ça déjà. Ouais, c'est ça. Voilà, à Paris, quoi. Bien sûr. Les Hornets jouent à Paris contre les Bucks. Enfin, je veux dire, c'est pas un match de fou, c'est juste un match à Paris. Tout à fait. Et cette année 92, elle est particulière aussi pour une raison qui sort des terrains de basket, c'est que en 91, Magic annonce le VIH. Ça séropositivité, ouais. Tout à fait. Et retraite. Et Magic le raconte très bien. Il faut rappeler qu'on est dans une époque et un contexte où le simple fait, dans l'opinion globale, aux États-Unis en tout cas, et même dans d'autres pays, le simple fait de donc jouer au basket contre Magic et donc de le bumper ou d'avoir une égratignure, etc., provoque la panique totale parce que tu te dis, tu peux toi aussi avoir le VIH. Disons qu'il y a une vraie... pas aussi bien informé, quoi. Tout à fait. C'est parce qu'il y a il y a ce manque de connaissances. Mais à l'époque, il y a le consensus global, c'est vraiment oh putain, Magic va clamser, et de 2, putain, mais genre, ne l'approchez pas, quoi. Et David Stern... C'est Karl Malone. Ouais. Hashtag Karl Malone. Et David Stern, et d'autres. Hein. Oui, il n'y a pas que lui. Ouais. Je l'ai pris lui, mais il n'y a pas que lui. Et David Stern va comprendre aussi quel est son rôle en tant que comiche. On sort largement de l'aspect business, c'est-à-dire, putain, un monde plus inclusif, où on tend la main et on se dit, putain, ok, on va aider Magic, non seulement à parler aux gens, et à montrer que c'est possible, tout de suite, All-Star Game 92. Magic, tu es voté, il faut que tu joues. Cette discussion, il l'a avec David Stern. MVP du All-Star Game derrière, qui mène à la Dream Team. Enfin, c'est un enchaînement qui est permis aussi parce que David Stern comprend qu'il n'y a pas juste monnaie, et puis on s'en bat les couilles. Il faut aussi faire en sorte que la NBA fasse la promotion de valeurs beaucoup plus inclusive et collective. Ça, il a nettoyé en termes de valeur. Putain. En termes d'image et de valeur, il a nettoyé de ouf. Quand même. Je revois encore sa tronche. 94 Bulls Knicks, là. Ceux qui n'ont pas vu ça, faut voir ça. Non, bah ça... La tronche de David Stern. Alors, regarde. J'ai l'impression de voir mon grand-père quand j'avais fait une connerie, quoi. Vraiment. Qu'est-ce que tu fous, Alex ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas t'en prendre une, vraiment ? Tu vas prendre une torgnole, ouais. Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais là, on peut balancer hashtag Knicks, hashtag Michael Ray Richardson. Enfin, c'est des mecs qui se prennent des suspensions double à vie, parce qu'il faut arrêter de déconner. On n'est même pas encore en 2004 avec Artest et compagnie. Hein. Voilà, il a dû... Papy Stern, ça n'a pas dû lui plaire cette affaire. Hein. Il n'a pas dû kiffer. Malice at the Palace, c'est pas son truc. Dans les années 90, tu as donc ces évolutions-là. Tu le disais là tout à l'heure, Jordan et les Bulls aident tellement, tu as cette dynastie qui fait qu'aujourd'hui tu retrouves des maillots de Jordan 23, vrais ou pas vrais, hashtag Alibaba, aux quatre coins du monde, parce que tu as donc une superstar internationale qui promeut le basket, quoi. Ça va. Enfin... Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 stores partout dans le monde qui vendent des produits NBA. Putain. Aujourd'hui. Je pense que David Stern, il a bien travaillé dans ce sens. Et il a fait un petit boulot, quoi. J'ai le chiffre, là. Vote des fans. Vote des fans pour le All-Star Game. Non, mais je veux dire, c'est malin. C'est malin parce que c'est hyper entertainment. Moi, je trouve qu'on a atteint les limites aussi de l'entertainment dans ce genre de cas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de jeu. Mais c'est le jeu. Hein, tant que Yann Maïmi n'est pas All-Star, on n'a pas atteint la limite. Bah pourquoi ? Il mérite pas moins que Taco Fall. Hein. Absolument pas, j'ai dit Yann Maïmi, mais ça peut être Gary Caruso, Taco Fall et tout. Moi, hashtag NBA vote Yann Maïmi. Voilà. Non, mais oui, en tout cas, le vote des fans, c'est aussi le côté visionnaire de David Stern qui va dire bon, bah, putain, il faut inclure les fans, inclure, on y va. C'est eux qui décident, c'est le consommateur.
Tout à fait. Et tu les impliques. Parce qu'on est tous contents. Moi, je suis content. Quand je vais sur le site de la NBA, là, et que je mets mes petits mecs, je vais allez, tiens, tu sais quoi, je vais mettre un petit Varane, tiens, cette année, tu vois. Je suis content, je fais mon vote, c'est mon vote, tu vois. Sûr. Genre, tu sais quoi, j'ai l'impression de faire une différence. Devin Booker, il est All-Star tout le temps. André Ayton, il est vrai. Voilà, tiens, genre. Je vais mettre un petit Kelly-Oubre quand même. Bref, tu vois, genre voilà, tu te fais plaisir. C'est ton petit moment. Mais il a toujours. Alors après, ça donne des résultats un peu chelous. Bien sûr. Mais tu te fais plaisir. Et il a toujours inclus les fans. Hein. Souvenez-vous même de. Après, c'était conjointement avec les franchises. Hein, mais le Thunder qui débarque en NBA après Seattle. On va revenir sur Seattle. Et avec la création d'un maillot, etc. De tendre la main aussi aux fans et de dire genre allez-y. Enfin. La suite logique, c'est ce qui s'est passé en ce moment avec des maillots statement, des maillots fan edition, etc. Enfin, c'est la suite. Non, tout à fait. Quand on est dans les années 90, on enchaîne. 97 WNBA. Putain, quand même. Quand même. Plus G-League. La même année. Donc l'autre, il développe sa ligue et tout de suite, il essaye de... J'allais dire agrandir le paysage, enfin je sais pas quel terme employer de manière juste. Mais continuer le travail de globalisation et d'expansion du basket, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est très élitiste la NBA. Donc tu ouvres une ligue woman et tu ouvres côté mec une ligue de développement, une ligue pour les mecs qui ont peut-être plus de contrat ou pour que les équipes puissent aussi tester des joueurs et tout ça. Bien sûr. C'est vachement malin. C'est vachement malin parce que ça va créer une plateforme, évidemment, pour les femmes et d'avoir cette NBA parallèle pour elles. Donc ça c'est super pour la promotion du basket. C'est un travail qui va être avancé au fil des années. La G-League qu'on connaît aujourd'hui, enfin je veux dire, combien de stories maintenant on n'a pas qui débarquent chaque année. On est là genre ah tiens le mec de Miami là qui débarque, il a fait de la G-League. Ça vient aussi de là quoi. C'est quand même un sacré bordel. Bien sûr. Vient quand même le lockout de 99. Ah, bah c'est un businessman, hein. C'est un dur au mal, hein. Il se laisse pas faire. Il avait pas envie de se faire dicter sa conduite. Il avait pas envie de s'asseoir à une table de négo et de baisser son froc comme ça tout le temps. Donc ça a créé des frictions. Que ce soit d'ailleurs avec les propriétaires ou avec les joueurs. Bien sûr. Tu vois quand KG prend 150 millions sur... C'était quoi le contrat là, Minnesota là, incroyable. C'est le contrat historique qui a notamment lancé le lockout. Hein, ouais. Je sais plus le contrat record qu'il a tapé, c'est 120 millions sur 8 ans à l'époque, on a dire comme ça. Mais oui, David Stern, c'est sur son mandat aussi, ce lockout de 99 qui va créer quelques petits problèmes et qu'on va retrouver d'ailleurs 12 ans plus tard. Ouais, il y a des lockouts. Il y a des lockouts parce qu'il cède pas facilement, parce que il aime bien contrôler aussi. Je pense que c'est quelqu'un, quand tu vois sa carrière, je pense que c'est clair que... Tiens, t'as vu, là, le Schtroumpf, c'est pas là qui se met, c'est hop, juste là. Voilà. Vous êtes sûr, là, David? Oui, voilà. Ferme ta gueule. C'est ça, exactement. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il doit être un peu relou à gérer. Donc en face, t'as des proprios de NBA qui, eux, des franchises, qui eux aussi, petit à petit, se sont mis à profiter du système Stern. C'est-à-dire, dans les années 80, être proprio d'une franchise NBA, fallait être riche. Fallait être millionnaire, tu vois, genre quand même avoir de la thune et tout, tu vois. T'as un ranch dans le Texas, quoi, et puis t'as une franchise NBA, tu vois. Aujourd'hui, pour avoir une franchise NBA, faut être un putain de pool de milliardaires, mon gars, tellement ça s'est développé. C'est plus du tout le même délire. Donc petit à petit, il s'est retrouvé aussi, Stern, face à des proprios de plus en plus orientés business, de plus en plus entourés, qui sont eux aussi, en fait, les franchises NBA sont devenues elles aussi des vraies entités, des vraies entreprises, des multinationales et tout le bordel. Plus les joueurs qui, plus ça va, veulent leur part du gâteau. Parce que c'est lui au début qui les a aidés, tu vois, à avoir des droits et tout. Et donc du coup, les gens, les mecs, ils en veulent plus, ils veulent leur part. Ils voient que le gâteau est plus gros, donc ils veulent une plus grosse part, ce qui est logique, tu vois, enfin en tout cas humain, on va dire. Donc voilà. Donc il s'est retrouvé face à ces problèmes-là. Je pense que c'est vraiment ça le nœud du gros lockout, parce que pour ceux qui n'ont pas connu, lockout de 98, en fait la saison elle commence en février 99, quoi. Hein. C'est ça. J'explique. En fait, le truc s'arrête en avril et en fin juin après les finales. Les Spurs champion avec une astérisque, hein, merci Phil Jackson. Voilà, c'est ça. C'est une astérisque. Hein. Arrête. Il a pas tort, Philou. Arrête. David Stern continue, et notamment, même si parfois sur son mandat on lui met beaucoup de faits liés aux créations, il y a aussi la modification du jeu. C'est-à-dire qu'on sort aussi d'une décennie 90 où tu as un jeu très défensif. Bon, certes, t'as la dynastie des Bulls, mais t'as aussi un jeu qui n'est pas très très spectaculaire. Il y a de la baston, il y a les Knicks des années 90, t'as les Pistons des années 80, et donc notamment, année après année, il y a les petites règles.
Le handshake. Défendre avec la main là. Le handshake. Ouais. On va peut-être l'enlever en fait en scred. Après, c'est sous son mandat, mais je suis pas sûr que c'était son grand cheval de bataille. Alors. Mais il était là, c'était sous son mandat, donc je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas, c'est évidemment lui qui a signé la feuille. Par contre, le mec qui s'est pointé et qui lui a fait, ça te dit d'avoir un jeu un peu plus offensif où il y a des points pour toutes nos superstars. Celui-là, il est rentré dans le bureau, il a fait vas-y assieds-toi toi. Tu veux une augmentation? Ouais. Tu sais que c'est un génie, toi. Ça, je suis d'accord. L'horloge des 14 après rebond offensif, bon ça c'était récent, mais il y a eu des petits changements de règles au niveau défensif qui font que on retrouve aussi une NBA un peu plus offensive. Début des années 2000, des affaires compliquées. Lakers Kings 2002. Ça, tu peux pas putain, c'est vraiment malheureusement sur son dossier un point. Grosse tâche noire. Des affaires d'arbitrage avec Paris, mafia, corruption, Paris, mafia, corruption. Alors après, Tim Donaghy, les témoignages qu'il a fait. Dick Bavetta, parce que cet homme est algérien. Ça, le côté, les témoignages a posteriori de Tim Donaghy, donc qui n'est pas arbitre de ce match des Kings. En 2002. Non, c'est Bavetta. Il n'est pas dessus. C'est Bavetta et 2 autres gars. Tim Donaghy, il y est pas. Non, mais il est sur plein de séries. Mais Tim Donaghy, lui, s'est fait choper parce qu'il trafiquait des matchs qu'il arbitrait, parce qu'il avait des dettes avec des mafieux notoires, clairement. Mais dans les témoignages qu'il a fait a posteriori, il y a clairement la NBA ne voulait les Lakers en finale NBA, en gros, quoi. Avec la fameuse citation de David Stern qui va rentrer dans la tête de beaucoup de gens, dont les fans des Kings. Mon rêve, c'est une finale Lakers versus Lakers. Celle-là, fallait pas la sortir, ça. Il aurait mieux fait de se taire. Le mec qui a planté un mouchard, là, il est... C'est même pas un mouchard en plus, je crois qu'il a vraiment David Stern, il assumait totalement le fait que c'était Lakers versus Lakers son rêve, quoi. Parce que c'était la franchise Goldmine que tout le monde connaît pour son logo et ses superstars et qui allait faire du business. Le papier qui sort d'Adrian Wojnarowski quelques minutes après l'annonce du décès de David Stern, l'intro est fabuleuse, je vous invite à aller regarder, c'est notamment, je crois que c'est la draft de 2007, où David Stern regarde la loterie, il y a du KD, il y a du Greg Oden, etc. Et il dit, putain, Seattle et Portland, quoi, fait chier. parce que tu veux pas que des superstars comme ça, dans sa vision du basket, aillent dans des plus petits marchés. C'est ça. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui découvrent certains éléments qu'on dit, Kings, Lakers, on en a fait une enquête. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, c'est en détail. 2002, Game 6... Le coup de Kobe, le nez de Mike Bibby, tout ça. 73 lancés à 2. Voilà, et ça remonte à 2 finales. Donc ça, c'est un des points noirs. On met le couteau dans la plaie, mais t'es obligé, quand tu parles du mandat, de l'héritage que laisse David Stern, on peut pas faire que dire c'était génial. On est obligé de mentionner les taches d'ombre. Et celle-là, celle-là, elle est sale. C'est ça, comme Dallas Miami 2006. Salut les fans de Dallas. C'est quoi l'histoire? Ouais. Si. Ça fait partie des allégations. Oui, allégations. Mais pour le coup, il y a moins de... Là, pour 2002, on a quand même un ancien arbitre coincé, FBI, qui te balance des trucs. Barreau. Moi, sur 2006, je dis pas. A posteriori, quand tu re-regardes le match, je fais, ouais, c'est vrai quand même que... Bon, ils ont beaucoup de lancers quand même, le hit. Voilà, c'est vrai. Mais ça arrive dans d'autres matchs. Mais bien sûr. Des déséquilibres arbitraux. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas que l'arbitrage c'était pas de la merde dans ce match. Je dis juste, genre, en 2002, c'est un putain de scandale qui va bien plus haut que les arbitres, en fait, j'ai l'impression. Non, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Un côté orchestré. Complètement. 2 ans plus tard, on a évidemment Malice at the Palace, baston entre les Pistons et les Pacers. Bon, et le public. Tout à fait. Alors là, ça fait 20 ans que l'autre il nettoie tout et tu te tapes la brawl de l'histoire. Avec des joueurs qui mettent des patates à des spectateurs. Stephen Jackson. Le Pepsi, il est bon ou pas? On en teste. Et Stephen Jackson, quand il va dans le public, le mec qui a pris la patate c'est des chiquettes de Stephen Jackson. C'est pas ton grand-père. Oh la violence. Oh la patate, parce que Stephen Jackson, bon, c'est un beau bébé déjà. Il lui met une vraie patate. Genre, le mec a mangé de la blédina pendant 2 mois après. C'était terrible. 2 mois, t'es ouf. Non, c'était terrible. Ça, franchement. Suspension, quoi, 72, 73 matchs, je crois, de suspension pour en test, des prises de décision terribles pour plusieurs joueurs, pour l'image de la franchise. Enfin, ça, c'est aussi malheureusement. C'est un truc qui reste en plus. C'est un truc qui reste sur son mandat. C'est dans son mandat, mais c'est pas de sa faute, ça. C'est pas de sa faute, non. Mais tu vois, 2002, moi, je pense qu'il est.
Mais je dis pas que c'est négatif pour lui. Je sais pas où est la responsabilité de David Stern en 2002. Pour moi, dans Malice at the Palace, il n'a pas de responsabilité. Mais je dis pas qu'il y a une responsabilité, je dis juste que quand on regarde le spectre de son mandat, tu es obligé de mentionner comme ça. Comme pour Adam Silver, il y aura I ban Daniel Sterling for life. Enfin, la phrase, ce n'est pas de son genre, mais c'est pendant son mandat. Donc 2004, il y a ça, évidemment. Après, il y a d'autres petites modifications qui ont eu lieu. Entre-temps, il y aura eu le dress code. On a le dress code qui débarque. Alors, juste l'arrivée des Charlotte, Bobcats. C'est vrai. Franchise, c'est vrai. 2004. Mais oui, le dress code. Ça, c'est 2005, je crois, le dress code. Ouais, 2005, ouais. C'est ça, c'est l'année d'après. Ouais. La Allen Iverson Rule. Ouais, donc ça, je suis assez partagé, moi, là-dessus. Moi, je suis très clair là-dessus. C'est-à-dire ? Non, vas-y, commence. Pourquoi t'es partagé ? Moi, je suis partagé dans le sens où, quelque part, je trouve que, quelque part, ça, au fond de moi, ça m'énerve. De me dire que les instances en costard de la NBA vont dire aux joueurs comment se fringuer. Est-ce que c'est si grave que ça, tu vois, comment se fringue Allen Iverson à l'époque ou quoi ? Et d'autres gars, les baggy, les bandeaux, les machins, les trucs, les chaînes, les t-shirts, les machins, ok, d'accord. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'on peut pas laisser cette liberté-là aux joueurs ? Et en même temps, quand tu vois aujourd'hui que tu discutes, je me rappelle, on avait discuté, je crois que c'est Evan, je crois qu'il nous avait dit ça, que genre il en avait un peu plein le cul, que tu sais les sportifs sont toujours pris pour des cons et qu'on considère pas que c'est vraiment un métier et tout ça. Et bah quelque part le dress code va aussi dans ce sens où il y a un côté professionnalisation de t'es au boulot mec. Peut-être que t'es blessé, mais en fait comme tu t'assois sur le bout du banc et que t'es un joueur et que t'es connu, en fait tu peux pas être fringué comme Wesley Snipes dans New Jack City. C'est ça. Enfin, je sais pas, je prends un film au hasard, mais... Ou Charles Barkley dans Space Jam. Chacun ses références. Mais oui, non, tout à fait. Moi, là où je suis d'accord, bon, quelque part, je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Tu vois ce que je veux dire, partagé. C'est pour ça que je suis partagé, bien en fait. sûr. Je suis d'accord sur le côté. Moi, ce qui m'embêtait, c'est que tu avais l'impression que c'était assez caché en mode non, c'est pour tout le monde, mais en fait, c'était clairement par rapport à ce que Allen Iverson faisait. Il venait de sortir un album avec des contenus quand même assez ça, tendus. C'est à la Stern. Et c'était David Stern qui disait gros, on me la fait pas, mais il n'empêche que moi j'avais eu l'occasion d'en parler avec je sais plus quel journaleux Ricam il y a quelques temps, c'était l'aspect indéniable que pour qu'une ligue professionnelle qui promet qui fait la promotion de ses athlètes afro-américains et qui montre l'exemple d'aller au taf en costard, d'être la première ligue à faire ça, c'était hyper important pour véhiculer en costard, une bonne image. Au moins bien habillé. Exactement. C'est-à-dire que c'était pas les premiers à le faire. On a vu ce qui se passait avec les Pistons des années 80 qui étaient les premiers notamment à se ramener tous bien sapés, jet privé, etc. Bill Laimbeer et tout. La classe totale. Mais on ne peut pas nier le fait que quand la NBA essaye de serrer la vis, et ça fait chier par rapport à la liberté des joueurs, et quelque part maintenant on s'en tape. Regardez Kelly Oubre, Russell Westbrook et PJ Tucker, je veux dire maintenant on s'en fout du dress code. Il n'y a pas de problème. Et en fait c'est parce que maintenant ils sont fashion, tu vois. Parce qu'il y a de la fashion et ça s'est retourné positivement pour la NBA. Mais qu'il y ait eu cette espèce de vis un peu serré, de switch d'un point de vue social, c'est vachement sous-estimé. Qu'une ligue américaine fasse cette promotion-là, ça a été un gros sujet de discussion pour changer notamment des mentalités tu disais de redneck ou de blue collar qui disaient mais non et n'importe quoi. Enfin, ça a eu un vrai impact quoi. Et alors dans un peu le même état d'esprit, qu'est-ce que tu penses du côté où David Stern a quand même beaucoup œuvré aussi, genre l'autre, il s'est mis à distribuer de l'amende dans tous les sens pour aseptiser au niveau trash talking. Parce que je parle pas de baston, je parle pas des bastons, je parle du côté aseptisation au niveau trash talking. Ah ouais, tu me demandes à moi oui, quand on fait moins de trash talking, mais c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus de mal, évidemment. C'est évidemment un des trucs sur lesquels j'ai eu le plus de mal avec tout ça parce que c'était comme. Et pourtant ça aussi ça contribue à professionnaliser les joueurs. À professionnaliser totalement, mais aussi. Mais alors là où je le sépare complètement quand même des fringues, c'est que ça fait partie de la performance. Le trash talking. Non, mais tout à fait, mais le trash talking pour moi fait partie de la performance sur le terrain. Et donc enlever ça, c'était comme vouloir robotiser les joueurs sur le parquet. Avec les fringues, c'est un peu en dehors, mais sur le parquet, tu commences à foutre des amendes pour ça. Moi, j'étais assez troublé par ça. Il s'est lâché, il a continué. D'ailleurs, ça continue encore. Si, bien sûr. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends des fautes techniques si tu souris un peu parce que tu viens de crosser un mec. Faute technique, tu vois. On le voit. Après, quand tu dis qu'il y a eu Jordan en 84 aussi, il a eu Rachid 2001. Enfin, je veux dire,
Faut aussi dire qu'il a eu des, il a eu des Apex aussi. KG, il a eu des Apex, non mais il a eu les Bad Boys. Hein. Tout à fait, il a eu les Jailblazers, donc il a eu aussi des Apex David Stern de vrais bolos. Donc il y a un moment aussi où il fallait m'aider. Il a eu l'Enix des années 90, il a eu le Hit. Il a eu la Trail Sprewell. Ouais, il a eu la Trail, c'est vrai, non mais il a eu Bill Lambier, Isaiah Thomas, manager Thomas, Bill Lambier. Non mais tu vois, il a eu beaucoup de choses. Donc l'aseptisation, mais il aseptise. Ouais, bien sûr. Parce que pourquoi il aseptise David Stern? Parce qu'il sait que quand tu aseptises comme ça, tu deviens encore plus mainstream, tu touches encore plus de monde, et donc t'es encore plus gros, et tu peux faire plus de blé. Parce que, on va pas se mentir, David Stern avait quand même cette espèce de vision. C'est-à-dire que lui, il était toujours dans faut grossir. Bien sûr. Et pour grossir, pour aller voir les Chinois, pour aller voir les Coréens, les Français, les Espagnols, les Brésiliens, les machins, si t'as un joueur français ou un joueur brésilien qui se fait trash-talker et sur le terrain qui se fait insulter sa maman, bah ça t'arrange pas en fait. C'est sûr. Voilà. Je suis d'accord, ça promet pas la bonne chose. Maintenant, TF1, ils te font bah non. Désolé. TF1, hashtag TF1. Non, mais pour le coup, le seul truc sur lequel moi je m'y retrouve, c'est que j'ai eu peur pendant un moment parce que je ne savais pas quelle allait pouvoir être la nouvelle vague de trash talking. Puis il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Et donc, quelque part, on a pu s'y retrouver aussi là-dedans. Tout à fait. L'événement des réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, ok, on va peut-être en avoir un peu moins sur le terrain, mais par contre, les mecs, ils vont se chlasser, quoi. Voilà. Publiquement. On a aussi eu des trucs que n'importe quel David Stern ou tout autre commissionneur ne pourra jamais tenir. C'est que ça reste un sport où t'as beaucoup de mecs qui ont du caractère et compagnie, donc on continuera à avoir des mecs, je sais pas moi, quand il écrabouille un gros dunk sur le gars, bah il va le regarder droit dans les yeux et puis il va lui mettre les gros muscles, les machins. On continuera à avoir des bagarres, enfin des caresses, genre Joel Embiid, Karl Anthony Towns, ou tu vois ce genre de choses, où on continuera à avoir des Russell Westbrook et des Kevin Durant. Ben parce que s'il n'y a pas de rivalité, on se fait chier aussi. Exactement. Et les rivalités, c'est un truc humain. C'est-à-dire que t'as c'est de l'ego et du truc personnel. Souvent, les rivalités, on en est là, en fait. Ouais, bien sûr. C'est, je sais pas, hein, imagine la saison prochaine, Brooklyn, ça va bien, avec Kyrie et KD, et puis de l'autre côté, t'as du Houston et du Westbrook. Tu sais que quand ça se croise, attention. Tout à fait. C'est pour ça que, comme Adam Silver, on l'a vu par la suite, je pense qu'aujourd'hui, quand tu revois les finales consécutives Cavs-Warriors, tu te dis peut-être... Oh waouh, il n'y a pas eu beaucoup de FDP, maman plage, d'insultes, de trash talking, etc. N'empêche que tu te souviens des cookies 3-1 lead qui ont été faits par les Cavs Halloween. Tu t'en souviens des trolls sur tous les réseaux sociaux, des blow de 3-1 lead. Donc j'arrive à m'y retrouver en termes de blabla, moi, perso, mais c'est vrai qu'il a voulu parfois un peu trop aseptiser. Il est allé loin. Hein. Bien sûr, c'est dans le jeu, c'est vrai que globalement, il y a une aseptisation. Ça a mené aussi au transfert de Chris Paul. Avant ça, il y a autre chose, moi, que j'aurais voulu mentionner. Vas-y, je t'en prie. Avant ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai un poil en travers de la gorge. Et je pense que je suis pas le seul. C'est le rebond dans test ? Non, pas du tout. Dans ça va, je m'en remettrai de ça. Enfin, je m'en remets aussi. Hein. C'est les Sonics. Ah oui, Seattle, totalement, bien sûr. Oh. Parce que là, c'est Businessland, là. C'est business et magouille. C'est business et magouille qui ont enlevé les Sonics de Seattle. Bien sûr. Et là, l'ami David, non, il y a son rôle. Et il peut dire tout ce qu'il veut, il peut se retourner autant de fois qu'il veut dans sa tombe. Alors Clay Bennett, l'ancien proprio, te cache pas, frère, parce que toi aussi t'as ta part de responsable. La vache. L'ancien de Starbucks, je crois. Désolé, mais là... Non, c'est l'ancien de Seattle qui était fondateur de Starbucks. S'il n'y a plus de Sonics à Seattle, c'est aussi, et en grande partie, parce que David Stern a voulu faire plier la municipalité pour obtenir qu'ils refassent une salle, des investissements, des machins, que les gens de Seattle, ils étaient pas très chauds, à l'époque. Et donc lui, en représailles, à la première occasion qu'il a eue, il a vendu et il a laissé changer de ville. Bien sûr. Et changer de nom. Avec les relations qu'il a avec Clay Bennett. Il a laissé la vente se faire, pardon. Les relations qu'il a avec Clay Bennett, qui a repris derrière, et après le Thunder, on sait ce que ça a donné sur la décennie. Clay Bennett et David Stern, ils se connaissent. Disons que mercredi se sont souhaités bonne année, quoi. Enfin non, pas trop. Mais je veux dire par là, voilà. Ouais, non, ils étaient proches. Ouais, je pense qu'ils se connaissaient. C'est vrai que c'était un peu un point noir. Et quelque part, tu te dis, bon, en effet, Seattle, c'est indéniable. Moi, le premier, il n'y a pas de maillot de Gary Payton qui floque qui est là-haut où que ce soit, donc ça fait chier. Par contre, les fans des Kings seront les premiers à te dire, putain,
On est resté aussi à Sacramento grâce à lui, quoi. Ah, mais c'est pour moi. Non, on fait balance. C'est deux situations différentes. Exactement, moi je fais balance par rapport à ça au niveau historique. Encore une fois, voilà, je fais exprès de mettre le doigt sur les taches d'ombre. Je trouve que le départ des Sonics, pas dans le côté genre il a enlevé les Sonics et tout, c'est la façon dont ça s'est fait. Les raisons qui sont derrière le départ des Sonics et l'arrivée à City sont des raisons. Genre là, pour le coup, il y a le côté représailles, il y a le côté business et je te tords le bras et tout ça, tu vois. Parce qu'on va pas me dire que Seattle c'est un moins gros marché que Oklahoma City. Non, c'est sûr. Attention, après, moi je veux bien voir Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden avec des maillots verts et jaunes, perso. Tout à fait, bien sûr. Ça m'aurait pas dérangé, perso. Bien sûr. Mais après, avec la macotte qui descend du ciel. Là. Il y avait tellement aussi d'éléments sous-jacents financiers et liés à la municipalité. Et puis c'est de la politique, on est dans de la politique business. Donc, David Stern a fait un choix très clair. Voilà. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait à Seattle et il a dit tu sais quoi, tiens, bim. Et quelque part, c'est le patron. C'est le patron et quelque part, quand tu vois le succès qu'a le Thunder en tant que franchise sur la décennie 2010. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Stern, c'est parce que les mecs ont bien drafté et ils ont chopé des purs joueurs. Hein. Tout à fait, mais on en revient aussi à la. Tu es à Seattle, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, mais on en revient aussi à la promotion de la franchise, à la mise en avant des fans pour créer un maillot et à se dire ok, c'est une équipe universitaire avec des talents incroyables de moins de 23 ans, mettez-moi ça tous les jours à la téloche. C'est ce qui fait aussi qu'il y a les maillots du Thunder partout. Non, mais tout à fait, ça là-dessus. Pour développer le bon petit produit, entre guillemets, ça, il est très très bon. David Stern, il prend ça, il te fait, tu sais que ça. Tu sais qu'avec ça, tu peux sauver le monde. Tu sais que c'est l'avenir, ça. Tu sais que tu peux manger pendant une semaine avec ça. Ça, c'est les petites taches d'ombre, parce qu'on va pas rester là-dessus. Non, évidemment. Mais... oui, il y a des petites taches d'ombre. Évidemment, comme le transfert de Chris Paul, c'est pour ça que j'en venais à ça. Le veto. Le veto du transfert de Chris Paul Lakers 2011. Pareil, c'est sur la chaîne de Trash Talk, les enquêtes. On a fait une enquête complète Chris Paul qui devait être le sidekick de Kobe et non pas les restes de Steve Nash avec Dwight Howard. Malheureusement, il va être plutôt le meneur de Lob City. Veto de Chris Paul. Avec Dan Gilbert dans la poche arrière. J'ai dit quoi de Chris Paul, t'as dit. Veto de Chris Paul. Oui, pardon. Veto de David Stern. Avec Dan Gilbert à l'arrière, c'est clair. Dont je ne ferai pas la voix, Léonce. mais oui, déjà, ça s'entendait bien pour essayer de faire en sorte que... Non, il est hors de question que Chris Paul va pas rejoindre les Lakers quand même. C'est clair. Là, il y a eu de la magouille aussi. M'a moins choqué, celle-là. C'est peut-être parce que je suis pas non plus un énorme fan du pourpre et de l'or, tout ça. Mais je dois le reconnaître. Mais je veux dire, bon... en fait, on sait pas suffisamment bien ce qui s'est passé. Tu vois, on a fait une enquête, on en a parlé. Refais la face cam. On sait pas trop. Non, si, c'est clair qu'il y a de la grosse magouille et que ce pression de proprio. Ce transfert aurait dû être validé et sous la pression d'un pool de proprio mené par Dan Gilbert, David Stern, il a cédé et il a fait, tu sais quoi ? Je suis d'accord. C'est pour les Knicks ? Ah non, c'est pas pour les Knicks. Bon, allez, on annule. Veto. Tout ça entouré de lockout. Voilà. Parce que 2011, mine de rien, un petit quelque chose aussi là-bas. 2011 aussi, t'as des jolies galères, ouais. Parce que 2011, ça a pas joué aussi jusqu'à ce que Derrick Rose nous lâche des flotteurs chez les Lakers. Il y a eu quoi ? Il y a eu 2 mois sans match. Quand Tony jouait avec Lasvel, Boris Diaw à Dijon et Nico, je sais plus où. Ouais. Ça, c'est 2011. C'est 2011, 2011-12. Ah, c'est ça. C'est saison 2011-12, ouais. Après, là, est-ce qu'il y a une astérisque sur le titre du 8 Ça, on reverra. Je l'ai pas vu. On refera l'histoire. Regarde les mecs qui choisissent leur histoire. Non mais oui, il y a eu de ça. Comme je le disais, il y a eu le maintien quand même des Kings à Sacramento. Ça a été un vrai combat avec Kevin Johnson. Il y a une rue à son nom là-bas. Tout à fait. C'est quand même marrant, quoi. On parle du scandale de 2002 et David Stern, il a une rue à son nom, quoi, à Sacramento, quoi. C'est quand même... Non ? On est d'accord ou pas ? Oh, putain. C'est quand même pas rien, quoi. Le mec, il a quand même bien retourné la situation, quoi. C'est quand même bien joué, quoi. En termes de com et d'image, non ? Il était bon, quand même, là, l'ami David, hein. T'imagines le... Putain, ok, bref. C'était sympa. Qu'est-ce qu'on retient le plus ? L'internationalisation ? Ouais, j'en casse juste une toute petite dernière et pendant que je réfléchis aussi à des questions. Les Spurs qui mettent des joueurs absents, 200 000 balles. Ça. Non, mais c'est un des éléments aussi de David Stern. C'est genre. Une tache d'ombre, ça. Quoi ? Non, c'est pas une tache d'ombre. Mais c'était en mode. Wow, genre, attends, match en international, Spurs Heat. Tu veux me niquer mon match en international ? Et toi, tu mets Corey Joseph, Matt Bonner et Fraté ? Non, hors de question. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient le plus ? L'internationalisation ? Le développement business ?
Quand il est arrivé, on a dit que c'était un repère de drogués. Hein. Quand il est parti, ça faisait plus de 5 milliards de chiffre d'affaires par an, le mec. Ça va. En 30 ans. Beau boulot. On peut le dire. En termes de développement, on a parlé d'entertainment, de marketing, de business. La médiatisation. Moi, c'est vraiment la médiatisation, quoi. Ça englobe tout. Enfin, on ne fait même pas de chaîne YouTube sans tout ce bordel, tu vois. Ah non, mais il n'y a pas de trash talk, il n'y a pas de Beansport, il n'y a pas de basket en France, en Espagne ou en Italie sans David Stern. En diffusion télé, je parle de NBA, bien sûr. Hein. NBA, diffusion télé. Je veux dire, moi, par exemple, je sais pas toi, mais moi, par exemple, mes toutes premières images de NBA, elles viennent de la téloche. Et c'est le long chemin, enfin, je veux dire, entre là, aujourd'hui. Donc, nous, on a lancé Trash Talk, on a fait nos trucs, etc. On a avancé. Mais ça vient de plusieurs années de matchs regardés et tout, de notre côté. Pour que moi, gamin, je me retrouve devant ma téloche et que je regarde un pauvre Spurs Suns en 97 ou un truc comme ça, il a fallu des années et des années, justement, d'accord et de tissage pour qu'il y ait ça qui donne naissance à un truc. Le League Pass. Donc, moi les premiers League Pass, là, je me rappelle plus quelles années c'était. Là là. C'était pour avant. Ouais, les connexions Internet s'étaient tendues. On oublie les 4 écrans HD. Hein. Mais n'empêche, c'était déjà là dans les années 2000. Hein. Moi, je parlais des footeux qui étaient là, genre quoi ? Mais attends, vous avez un logiciel où vous pouvez regarder les matchs et tout en replay et diffuser 4 écrans là. Vas-y, gros malade. Voilà. J'avoue que moi, c'est la médiatisation. Je peux pas. À chaque fois qu'on fait des interventions comme ça en disant putain, pourquoi est-ce que la NBA a autant d'avance, notamment sur les autres ligues, et c'est pas pour faire un combat genre le basket c'est mieux que tous les autres sports, ce qui est une réalité, mais c'est pas grave. Merci. Il faut dire les choses. Mais à chaque fois que je regarde rien, je me dis putain. Les fans mis en avant pour voter, les matchs diffusés à la télé, l'entertainment, le travail qui a été fait pour rendre ce produit si excitant et qui touche autant de gens. Putain, on n'a même pas parlé de NBA 15. Mais franchement, ouais, c'est... NBA 15, je crois que c'est dans les années 2000 aussi que ça a été créé, ça. Moi, j'avoue que c'est médiatisation. 2005, 6 par là. Toi, c'est quoi ? L'internationalisation, qui va avec la médiatisation. Hein. De toute façon, la médiatisation touche un peu à tous les domaines de ce qu'on a cité juste avant. Moi, c'est l'internationalisation parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé l'info de combien il y avait de joueurs non américains en NBA en 84 quand l'autre prend son mandat. Ben voilà. Si David Stern ne pousse pas autant le basket à l'international via la Dream Team, via Michael Jordan, via des League Pass comme on a dit, via beaucoup de choses, des matchs à Londres, des matchs à Paris, des matchs de pré-saison, la pré-saison en Europe. Hein. Bien sûr, dès les années 2000. Hein. C'est ça, bien c'est sûr, pas nouveau. Hein. Bien sûr. Tu vois, l'Open McDonald's. Bien sûr. Tu vois, enfin bref. Donc s'il fait pas tout ça, il n'y a pas Tony Parker, il n'y a pas Giannis Antetokounmpo, il n'y a pas Luka Doncic, il n'y a pas Dirk, tout ça, il n'y a pas. C'est clair, il n'y a pas. Je suis d'accord, il y a Oming et tout. C'est clair, il n'y a pas. Donc ça, c'est énorme pour la NBA en tant que ligue, parce que la NBA, du coup, elle est devenue l'une des, si ce n'est la plus grande ligue du monde. Tu vois, après, on discute, hein, mais franchement, en tant que ligue pure, ça cause quand même très très fort. Mais même pour le basket d'une manière générale, via la NBA, David Stern, il a œuvré pour le basket à une échelle planétaire. C'est dingue. Yao Ming, Hello, non, mais bien sûr. Tu vois, genre l'Asie, tout le développement, l'Amérique du Sud, l'Europe. Enfin, non, vraiment, là-dessus, on peut pas lui enlever ça. L'internationalisation. Le basket était déjà un sport international, mais beaucoup moins ancré. Aujourd'hui, le basket, ça joue partout. Ça regarde les finales NBA partout. Il y a des joueurs qui viennent de tous les pays. Les scouts, petit à petit, parce qu'il y a des bons joueurs et tout, petit à petit, les mecs ont pris l'habitude de venir fouiner. Maintenant, il y a des scouts de partout, il y a du scout, enfin, ça scoute dans tous les coins. Ça, je suis sûr, ça vient voir de la D4 belge et tout, pour voir. Si, tu vois ce que je veux dire, s'il n'y a pas de nouveau DJ Mbenga dans le coin ou quoi. Giannis, ouais, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement dans la lignée et complètement le fruit de tout le taf de David Stern pendant son mandat. Je trouve ça vraiment un taf énorme. En fait. Je sais plus qui avait cité, je suis totalement d'accord, je sais plus qui avait cité cette phrase, mais je pense c'est si tu fais une photo des 10 plus grandes légendes de l'histoire de la NBA, c'est le seul qui peut avoir sa place et qui n'est pas un joueur. C'est le seul qui fait moins d'1m80. On est d'accord là-dessus ? Ah bah ça, c'est le seul qui peut avoir sa place. Qui d'autre ? Je réfléchis juste vite fait. Cherry Buss. Red Auerbach ?
quand même. Red Auerbach. Il cause, non, Red... Je dis pas qu'il... Enfin, c'est différent, Ou mais... 5 légendes. Mais en tout cas, il est... Enfin... Non, mais il est là. Les pères fondateurs, pour moi, tu peux foutre... Si tu fais une table avec Magic, Bird, Jordan, David Stern, Bill Russell, moi, je suis bien. James Naismith, quand même, non? Oh, oui, tout à fait. Mais bon, lui... Pas sûr. C'est lui, il tient l'auberge. Donc, bah voilà, moi, c'est je ça. ma Parce table. qu'à un moment donné... Non, on sert les plats, Alex. On sert les... Bien sûr, c'est le nom de l'hôtel, Bill Smith. Mais oui, c'est la légende... C'est-à-dire que James Naismith, il tient l'auberge. David Stern, il est au fourneau. Et là, à table... Il y a les 5 que vous voulez, on en débattra peut-être un de ces 4. Il y a des waiters à la confiserie. Dans des vidéos à venir. Non, on est bien d'accord. Voilà en tout cas pour Monsieur David Stern qui nous a donc quitté ce mercredi pour malheureusement démarrer le 1er janvier 2020. Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses auxquelles on repense évidemment. Moi j'ai envie de dire évidemment merci pour tout ce qui nous a été filé. Hein. Putain, quelle chance. On prend souvent pour acquis. Hein. Quelle chance on a eu quand même d'avoir, malgré tous les points d'or qu'on a pu citer là, la chance d'avoir dans un sport qu'on kiffe un trompa qui guide ça. Aussi bon. Franchement, dans d'autres sports, frère. Tellement bon, en fait. Je vais même pas parler dans d'autres sports parce que... Je sais pas, je veux bien. Les spécialistes d'autres sports. Sortez-nous des patrons du sport, hein. Pas des patrons d'équipe ou quoi. Des patrons du sport qui ont fait un développement pareil sur leur sport. En 30 ans de médiatisation, internationalisation et de business. Faut checker dans le foot, hein, parce que dans le foot, dans les années 50, 60, 70, il y a des garçons, je te dis, ils ont fait un peu de développement. Il y a du lourd. Mais faut voir, faut regarder. On est bien d'accord. Alors, et puis David Stern, on vous attend dans les commentaires évidemment, on vous fait plein de bisous et à très vite pour un prochain apéro. Ciao. Ciao.